Conte par Charles Perrault, lu par Équilivre, livre audio. L'adroite princesse ou les aventures de Finette. Du temps des premières croisades, un roi de je ne sais quel royaume de l'Europe se résolut d'aller faire la guerre aux infidèles dans la Palestine. Avant que d'entreprendre un si long voyage, il mit un si bon ordre aux affaires de son royaume, et il en confia la régence à un ministre si habile qu'il fut en repos de ce côté-là. Ce qui inquiétait le plus le prince, c'était le soin de sa famille. Il avait perdu la reine, son épouse, depuis assez peu de temps. Elle ne lui avait point laissé de fils, mais il se voyait père de 3 jeunes princesses à marier. On avait surnommé l'aînée de ces princesses Nonchalante, la seconde Babillarde et la troisième Finette, noms qui avaient tous un juste rapport au caractère de ces 3 sœurs. Jamais on n'a rien vu de si indolent qu'était Nonchalante. Tous les jours, elle n'était pas éveillée à 1 heure de l'après-midi. On la traînait à l'église telle qu'elle sortait de son lit, sa coiffure en désordre, sa robe détachée, point de ceinture, et souvent une mule d'une façon et une autre de l'autre. Babillarde menait une autre sorte de vie. Cette princesse était fort vive, et n'employait que peu de temps pour sa personne. Mais elle avait une envie de parler si étrange, que depuis qu'elle était éveillée jusqu'à ce qu'elle fût endormie, la bouche ne lui fermait pas. La sœur cadette de ces 2 princesses était d'un caractère bien différent. Elle agissait incessamment de l'esprit et de sa personne. Elle avait une vivacité surprenante, et elle s'appliquait à en faire bon usage. Elle savait parfaitement bien danser, chanter, jouer des instruments, réussissait avec une adresse admirable à tous les petits travaux de la main, qui amusent d'ordinaire les personnes de son sexe, mettait l'ordre et la règle dans la maison du roi. Ses talents ne se bornaient pas là. Elle avait beaucoup de jugement et une présence d'esprit si merveilleuse qu'elle trouvait sur-le-champ des moyens pour sortir de toutes sortes d'affaires. La princesse donna en plusieurs autres occasions des marques de sa pénétration et de sa finesse d'esprit. Elle en donna tant que le peuple lui donna le surnom de Finette. Le roi l'aimait beaucoup plus que ses autres filles, et il faisait un si grand fond sur son bon sens que s'il n'avait point eu d'autre enfant qu'elle, il serait parti sans inquiétude. Mais il se défiait autant de la conduite de ses autres filles qu'il se reposait sur celle de Finette. Ainsi, pour être sûr des démarches de sa famille, comme il se croyait sûr de celles de ses sujets, il prit les mesures que je vais dire. Il alla trouver une fée des plus habiles. Il lui représenta l'inquiétude où il était louchant ses filles. « Ce n'est pas, lui dit le prince, que les 2 aînées dont je m'inquiète aient jamais fait la moindre chose contre leurs devoirs, mais elles ont si peu d'esprit, elles sont si imprudentes, et vivent dans une si grande désoccupation, que je crains que pendant mon absence, elles n'aillent s'embarquer dans quelque folle intrigue, pour trouver de quoi s'amuser. Pour Finette, je suis sûr de sa vertu, cependant je la traiterai comme les autres, pour faire tout égal. C'est pourquoi, sage fée, je vous prie de me faire 3 quenouilles de verre pour mes filles, qui soient faites d'un tel art que chaque quenouille ne manque pas de se casser sitôt que celle à qui elle appartiendra fera quelque chose contre sa gloire. » Comme cette fée était des plus habiles, elle donna à ce prince 3 quenouilles enchantées et travaillées avec tous les soins nécessaires pour le dessein qu'il avait. Mais il ne fut pas content de cette précaution. Il mena les princesses dans une tour fort haute, qui était bâtie dans un lieu bien désert. Le roi dit à ses filles qu'il leur ordonnait de faire leur demeure dans cette tour pendant tout le temps de son absence, et qu'il leur défendait d'y recevoir aucune personne que ce fût. Il leur ôta tous leurs officiers, et après leur avoir fait présent des quenouilles enchantées, dont il leur expliqua les qualités, il embrassa les princesses, et ferma les portes de la tour, dont il prit lui-même les clefs, puis il partit. Il avait eu soin de faire attacher une poulie à une des fenêtres de la tour, et on y avait mis une corde à laquelle les princesses attachaient un corbillon, qu'elles descendaient chaque jour. Dans ce corbillon, on mettait leurs provisions pour la journée, et quand elles l'avaient remonté, elles retiraient avec soin la corde dans la chambre. Nonchalante et Babillarde menaient dans cette solitude une vie qui les désespérait.
elle s'ennuyait à un point qu'on ne saurait exprimer. Mais il fallait prendre patience, car on leur avait fait la quenouille si terrible, qu'elle craignait que la moindre démarche un peu équivoque ne la fît casser. Pour Finette, elle ne s'ennuyait point du tout. Son fuseau, son aiguille et ses instruments de musique lui fournissaient des amusements. Elles passaient donc ainsi tristement leur vie, en murmurant contre leur destin, et je crois qu'elles ne manquèrent pas de dire qu'il vaut mieux être né heureux que d'être né fils de roi. Elles étaient souvent aux fenêtres de leur tour, pour voir du moins ce qui se passait dans la campagne. Un jour, comme Finette était fort occupée dans sa chambre à quelque joli ouvrage, ses sœurs qui étaient à la fenêtre virent au pied de leur tour une pauvre femme, vêtue de haillons déchirés qui leur criait la misère fort pathétiquement. Elles les priaient, à mains jointes, de la laisser entrer dans leur château, leur représentant qu'elle était une malheureuse étrangère qui savait 1000 sortes de choses, et qu'elle leur rendrait service avec la plus exacte fidélité. D'abord, les princesses se souvinrent de l'ordre qu'avait donné le roi leur père de ne laisser entrer personne dans la tour. Mais Nonchalante était si lasse de se servir elle-même, et Babillarde si ennuyée de n'avoir que ses sœurs à qui parler, que l'envie qu'eut l'une d'être coiffée en détail et l'empressement qu'eut l'autre d'avoir une personne de plus pour jaser, les engagea à se résoudre de laisser entrer la pauvre étrangère. « Pensez-vous, dit Babillarde à sa sœur, que la défense du roi s'étende sur des gens comme cette malheureuse ? Je crois que nous la pouvons recevoir sans conséquence. Vous ferez ce qu'il vous plaira, ma sœur, répondit Nonchalante. Babillarde, qui n'attendait que ce consentement, descendit aussitôt le corbillon. La pauvre femme se mit dedans, et les princesses la montèrent avec le secours de la poulie. Quand cette femme fut devant leurs yeux, l'horrible malpropreté de ses habits les dégoûta. Elles voulurent lui en donner d'autres, mais elle leur dit qu'elle en changerait le lendemain, et que pour l'heure qu'il était, elle allait songer à les servir. Comme elle achevait de parler, Finette revint de sa chambre. Cette princesse fut étrangement surprise de voir cette inconnue avec ses sœurs. Elles lui dirent pour quelle raison elle l'avait fait monter, et Finette, qui vit que c'était une chose faite, dissimula le chagrin qu'elle eut de cette imprudence. Cependant, la nouvelle officière des princesses fit 100 tours dans le château, sous prétexte de leur servir, mais en effet pour observer la disposition du dedans. Cette créature couverte de haillons était le fils aîné d'un roi puissant, voisin du père des princesses. Ce jeune prince, qui était un des plus artificieux esprits de son temps, gouvernait entièrement le roi son père, et n'avait pas besoin de beaucoup de finesse pour cela, car ce roi était d'un caractère si doux et si facile qu'on lui en avait donné le surnom de Moult Bénin. Pour le jeune prince, comme il n'agissait que par artifice et par détour, les peuples l'avaient surnommé Riche en Cotel, et pour abréger, on disait Riche-Cotel. Il avait un frère cadet qui était aussi rempli de belles qualités que son aîné l'était de défauts. Cependant, malgré la différence d'humeur, on voyait entre ces deux frères une union si parfaite que tout le monde en était surpris. Outre les bonnes qualités de l'âme qu'avait le prince cadet, la beauté de son visage et la grâce de sa personne étaient si remarquables qu'elle l'avait fait nommer Belle à voir. Riche-Cotel jeta les haillons qui le couvraient et laissa voir des habits de cavalier, tout couverts d'or et de pierreries. Les pauvres princesses furent si épouvantées de cette vue que toutes se mirent à fuir avec précipitation. Finette et Babillarde, qui étaient agiles, eurent bientôt gagné leur chambre. Mais Nonchalante, qui avait à peine l'usage de marcher, fut en un instant atteinte par le prince. Aussitôt il se jeta à ses pieds, lui déclara qui il était et lui dit que la réputation de sa beauté et ses portraits l'avaient engagé à quitter une cour délicieuse pour lui venir offrir ses vœux et sa foi. Nonchalante fut d'abord si éperdue qu'elle ne pouvait répondre au prince, qui était toujours à ses genoux. Mais comme, en lui disant 1000 douceurs et lui faisant 1000 protestations, il la conjurait avec ardeur de le recevoir pour époux, dès ce moment-là même, sa mollesse naturelle ne lui laissant pas la force de disputer, elle dit nonchalamment à Riche-Cotel qu'elle le croyait sincère et qu'elle acceptait sa foi. Mais aussi elle en perdit sa quenouille,
qui se brisa en 1000 morceaux. Le lendemain, le pernicieux prince mena Nonchalante dans un appartement bas qui était au bout du jardin, et là, cette princesse témoigna à Richecotel l'inquiétude où elle était de ses sœurs, quoiqu'elle n'osât se présenter devant elles, dans la crainte qu'elles ne la blâmassent. Le prince, après quelques discours, sortit et enferma Nonchalante sans qu'elle s'en aperçût. Ensuite, il se mit à chercher les princesses avec soin. Il fut quelque temps sans pouvoir découvrir dans quelle chambre elles étaient enfermées. Enfin, l'envie qu'avait Babillarde de toujours parler étant cause que cette princesse parlait toute seule en se plaignant, le prince s'approcha de la porte de sa chambre et la vit par le trou de la serrure. Richecotel lui parla au travers de la porte, et lui dit, comme il avait dit à sa sœur, que c'était pour lui offrir son cœur et sa foi qu'il avait entrepris d'entrer dans la tour. Il louait avec exagération sa beauté et son esprit, et Babillarde, qui était très persuadée qu'elle possédait un mérite extrême, fut assez folle pour croire ce que le prince lui disait. Elle lui répondit un flux de paroles qui n'étaient pas trop désobligeantes, et ouvrit enfin à ce séducteur. Quand elle eut ouvert, il fit encore parfaitement le comédien, et recommença à exagérer sa tendresse, et les avantages qu'elle trouverait en l'épousant. Il lui dit, comme il avait dit à Nonchalante, qu'elle devait accepter sa foi au moment même, parce que si elle allait trouver ses sœurs, elle ne manquerait pas de s'y opposer. Puisqu'étant sans contredit le plus puissant prince voisin, il paraissait plus vraisemblablement un parti pour l'aîné que pour elle, qu'ainsi cette princesse ne consentirait jamais à une union qu'il souhaitait avec toute l'ardeur imaginable. Babillarde, après bien des discours, qui ne signifiaient rien, fut aussi extravagante qu'avait été sa sœur. Elle accepta le prince pour époux, et ne se souvint des effets de sa quenouille de verre qu'après que cette quenouille se fut cassée en 100 pièces. Vers le soir, cependant, Babillarde n'était plus en humeur d'aller chercher ses sœurs. Elle craignait, avec raison, qu'elles ne pussent approuver sa conduite. Mais le prince s'offrit de les aller trouver, et dit qu'il ne manquerait pas de moyens pour les persuader de l'approuver. Après cette assurance, la princesse, qui n'avait point dormi de la nuit, s'assoupit, et pendant qu'elle dormait, Richecotel l'enferma à clé, comme il l'avait fait pour Nonchalante. N'est-il pas vrai que ce Richecotel était un grand scélérat, et ces deux princesses de lâches et imprudentes personnes? Quand ce prince perfide eut enfermé Babillarde, il alla dans toutes les chambres du château, les unes après les autres, et comme il les trouva toutes ouvertes, il conclut qu'une seule, qu'il voyait fermée par dedans, était assurément celle où s'était retirée Finette. Comme il avait composé une harangue circulaire, il s'en alla débiter à la porte de Finette les mêmes choses qu'il avait dites à ses sœurs. Mais cette princesse, qui n'était pas une dupe comme ses aînées, l'écouta assez longtemps sans lui répondre. Enfin, voyant qu'il était éclairci qu'elle était dans cette chambre, elle lui dit que, s'il était vrai qu'il eût une tendresse aussi forte et aussi sincère pour elle qu'il voulait le lui persuader, elle le priait de descendre dans le jardin, et d'en fermer la porte sur lui, et qu'après elle lui parlerait tant qu'il voudrait, par la fenêtre de sa chambre qui donnait sur ce jardin. Richecotel ne voulut point accepter ce parti, et comme la princesse s'opiniâtrait toujours à ne point vouloir ouvrir, ce méchant prince, outré d'impatience, alla quérir une bûche et enfonça la porte. Il trouva Finette armée d'un gros marteau, qu'on avait laissé par hasard dans une garde-robe qui était proche de sa chambre. L'émotion animait le teint de cette princesse, et quoique ses yeux fussent pleins de colère, elle parut à Richecotel d'une beauté à enchanter. Il voulut se jeter à ses pieds, mais elle dit fièrement en se reculant, « Prince, si vous approchez de moi, je vous fendrai la tête avec ce marteau. » « Quoi, belle princesse ?» s'écria Richecotel de son ton hypocrite. « L'amour qu'on a pour vous attire une si cruelle haine ?» Il se mit à lui prôner de nouveau, mais d'un bout de la chambre à l'autre, l'ardeur violente que lui avait inspirée la réputation de sa beauté et de son esprit merveilleux. Il ajouta qu'il ne s'était déguisé que pour venir lui offrir avec respect son cœur et sa main, et lui dit qu'elle devait pardonner à la violence de sa passion la hardiesse qu'il avait eue d'enfoncer sa porte.
Il finit en voulant persuader, comme il l'avait fait à ses sœurs, qu'il était de son intérêt de le recevoir pour époux au plus vite. Il dit encore à Finette qu'il ne savait pas où s'étaient retirées les princesses ses sœurs, parce qu'il ne s'était pas mis en peine de les chercher, n'ayant songé qu'à elles. L'adroite princesse, feignant de se radoucir, lui dit qu'il fallait chercher ses sœurs, et qu'après on prendrait des mesures tous ensemble. Mais Riche-Cotel lui répondit qu'il ne pouvait se résoudre à aller trouver les princesses qu'elle n'eût consenti à l'épouser, parce que ses sœurs ne manqueraient pas de s'y opposer à cause de leur droit d'aînesse. Finette, qui se défiait avec raison de ce prince perfide, sentit redoubler ses soupçons par cette réponse. Elle trembla de ce qui pouvait être arrivé à ses sœurs, et se résolut de les venger du même coup qui lui ferait éviter un malheur pareil à celui qu'elle jugeait qu'elles avaient eu. Cette jeune princesse dit donc à Riche-Cotel qu'elle consentait sans peine à l'épouser, mais qu'elle était persuadée que les mariages qui se faisaient le soir étaient toujours malheureux, qu'ainsi elle le priait de remettre la cérémonie de se donner une foi réciproque au lendemain matin. Elle ajouta qu'elle l'assurait de n'avertir les princesses de rien, et lui dit qu'elle le priait de la laisser un peu de temps, seule, pour penser au ciel, qu'ensuite elle le mènerait dans une chambre où il trouverait un fort bon lit, et qu'après elle reviendrait s'enfermer chez elle jusqu'au lendemain. Riche-Cotel, qui n'était pas un fort courageux personnage, et qui voyait toujours Finette armée du gros marteau dont elle badinait comme on fait d'un éventail, Riche-Cotel, dis-je, consentit à ce que souhaitait la princesse, et se retira pour la laisser quelque temps méditer. Il ne fut pas plus tôt éloigné que Finette courut faire un lit sur le trou d'un égout qui était dans une chambre du château. Cette chambre était aussi propre qu'une autre, mais on jetait dans le trou de cet égout qui était fort spacieux toutes les ordures du château. Finette mit sur ce trou 2 bâtons croisés très faibles, puis elle fit bien proprement un lit par-dessus, et s'en retourna aussitôt dans sa chambre. Un moment après, Riche-Cotel y revint, et la princesse le conduisit où elle venait de faire le lit, et se retira. Le prince, sans se déshabiller, se jeta sur le lit avec précipitation, et sa pesanteur, ayant fait tout d'un coup rompre les petits bâtons, il tomba au fond de l'égout, sans pouvoir se retenir, en se faisant 20 bosses à la tête et en se fracassant de tous les côtés. La chute du prince fit un grand bruit dans le tuyau. D'ailleurs, il n'était pas éloigné de la chambre de Finette. Elle sut aussitôt que son artifice avait eu tout le succès qu'elle s'était promis, et elle ressentit une joie secrète, qui lui fut extrêmement agréable. On ne peut pas décrire le plaisir qu'elle eut de l'entendre barboter dans l'égout. Il méritait bien cette punition, et la princesse avait raison d'en être satisfaite. Mais sa joie ne l'occupait pas si fort qu'elle ne pensa plus à ses sœurs. Son premier soin fut de les chercher. Il lui fut facile de trouver Babillarde. Riche-Cotel, après avoir enfermé cette princesse à double tour, avait laissé la clé à sa chambre. Finette entra dans cette chambre avec empressement, et le bruit qu'elle fit réveilla sa sœur en sursaut. Elle fut bien confuse en la voyant. Finette lui raconta de quelle manière elle s'était défaite du prince fourbe, qui était venu pour les outrager. Babillarde fut frappée de cette nouvelle comme d'un coup de foudre, car malgré son caquet, elle était si peu éclairée qu'elle l'avait cru, ridiculement, tout ce que Riche-Cotel lui avait dit. Il y a encore des dupes comme celle-là au monde. Cependant, Riche-Cotel passa la nuit fort mal à son aise, et quand le jour fut venu, il ne fut guère mieux. Ce prince se trouvait dans des cavernes, dont il ne pouvait pas voir toute l'horreur parce que le jour n'y donnait jamais. Néanmoins, à force de se tourmenter, il trouva l'issue de l'égout qui donnait dans une rivière assez éloignée du château. Il trouva moyen de se faire entendre à des gens qui pêchaient dans cette rivière, dont il fut tiré dans un état qui fit compassion à ces bonnes gens. Il se fit transporter à la cour du roi son père pour se guérir à loisir, et la disgrâce qui lui était arrivée lui fit prendre une si forte haine contre Finette qu'il songea moins à se guérir qu'à se venger d'elle. Cette princesse passait des moments bien tristes. La gloire lui était 1000 fois plus chère que la vie, et la honteuse faiblesse de ses sœurs la mettait dans un désespoir dont elle avait peine à se rendre maîtresse. Riche-Cotel, qui était déjà un habile fourbe, rappela tout son esprit depuis son aventure,
pour devenir fourbissime. Les goûts ni les contusions ne lui donnaient tant de chagrin que le dépit d'avoir trouvé quelqu'un plus fin que lui. Il se douta des suites de ces 2 mariages, et pour tenter les 2 princesses malades, il fit porter sous les fenêtres de leur château de grandes caisses remplies d'arbres, tout chargées de beaux fruits. Nonchalante et Babillarde, qui étaient souvent aux fenêtres, ne manquèrent pas de voir ces fruits. Aussitôt, il leur prit une envie violente d'en manger, et elles persécutèrent Finette de descendre dans le corbillon pour en aller cueillir. La complaisance de cette princesse fut assez grande pour vouloir bien contenter ses sœurs. Elle descendit et leur apporta de ces beaux fruits, qu'elles mangèrent avec la dernière avidité. Le lendemain, il parut des fruits d'une autre espèce, nouvelle envie des princesses, nouvelle complaisance de Finette. Mais les officiers de Richecottel, cachés et qui avaient manqué leur coup la première fois, ne le manquèrent pas celle-ci. Ils se saisirent de Finette et l'emmenèrent aux yeux de ses sœurs qui s'arrachaient les cheveux de désespoir. Les satellites de Richecottel firent si bien qu'ils menèrent Finette dans une maison de campagne, où était le prince pour achever de se remettre en santé. Comme il était transporté de fureur contre cette princesse, il lui dit 100 choses brutales, à quoi elle répondait toujours avec une fermeté et une grandeur d'âme dignes d'une héroïne comme elle l'était. Enfin, après l'avoir gardée quelques jours prisonnière, il la fit conduire au sommet d'une montagne extrêmement haute, et il y arriva lui-même un moment après elle. Dans ce lieu, il lui annonça qu'on l'allait faire mourir, d'une manière qui le vengerait des tours qu'elle lui avait faits. Ensuite, ce perfide prince montra barbarement à Finette un tonneau tout hérissé par-dedans de canifs, de rasoirs et de clous accrochés, et lui dit que pour la punir comme elle le méritait, on allait la jeter dans ce tonneau, puis le rouler du haut de la montagne en bas. Quoique Finette ne fût pas romaine, elle ne fut pas plus effrayée du supplice qu'on lui préparait que Régulus ne l'avait été autrefois à la vue d'un destin pareil. Cette jeune princesse conserva toute sa fermeté et toute sa présence d'esprit. Richecottel, au lieu d'admirer son caractère héroïque, en prit une nouvelle rage contre elle, et songea à hâter sa mort. Dans cette vue, il se baissa vers l'entrée du tonneau qui devait être l'instrument de sa vengeance, pour examiner s'il était bien fourni de toutes ses armes meurtrières. Finette, qui vit son persécuteur attentif à regarder, ne perdit point de temps, le jeta habilement dans le tonneau, et elle le fit rouler du haut de la montagne en bas, sans donner au prince le temps de se reconnaître. Après ce coup, elle prit la fuite, et les officiers du prince, qui avaient vu avec une extrême douleur la manière cruelle dont leur maître voulait traiter cette aimable princesse, n'eurent garde de courir après elle pour l'arrêter. D'ailleurs, ils étaient si effrayés de ce qui venait d'arriver à Richecottel qu'ils ne purent songer à autre chose qu'à tâcher d'arrêter le tonneau qui roulait avec violence. Mais leurs soins furent inutiles. Il roula jusqu'au bas de la montagne, et ils en tirèrent leur prince couvert de 1000 plaies. L'accident de Richecottel mit au désespoir le roi moult Bénin et le prince Bel-Avoir. Pour les peuples de leur état, ils n'en furent point touchés. Richecottel en était très haï, et même on s'étonnait de ce que le jeune prince, qui avait des sentiments si nobles et si généreux, pût tant aimer cet indigne aîné. Mais tel était le bon naturel de Bel-Avoir, qu'il s'attachait à tous ceux de son sang, et Richecottel avait toujours eu l'adresse de lui témoigner tant d'amitié que ce généreux prince n'aurait jamais pu se pardonner de n'y pas répondre avec vivacité. Bel-Avoir eut donc une douleur violente des blessures de son frère, et se mit tout en usage pour lâcher de les guérir promptement. Cependant, malgré les soins empressés que tout le monde en prit, rien ne soulageait Richecottel. Au contraire, ses plaies semblaient toujours s'envenimer de plus en plus, à un tel point qu'on vit bien qu'il fallait qu'il en mourût. Bel-Avoir en fut pénétré de douleur, et Richecottel, perfide jusqu'à son dernier moment, songea à abuser de la tendresse de son frère. « Vous m'avez toujours aimé, par rapport à la vie, je meurs. Mais si je vous ai été véritablement cher, promettez-moi de m'accorder la prière que je vais vous faire. » Bel-Avoir, qui dans l'état où il voyait son frère se sentait incapable de lui rien refuser, lui promit avec les plus terribles serments de lui accorder tout ce qu'il lui demanderait.
Aussitôt que Richecotel eut entendu ces serments, il dit à son frère en l'embrassant : « Je meurs consolé, prince, puisque je serai vengé, car la prière que j'ai à vous faire, c'est de demander Finette en mariage, aussitôt que je serai mort. Vous obtiendrez sans doute cette maligne princesse, et dès qu'elle sera en votre pouvoir, vous lui plongerez un poignard dans le sein. » Belle-Avoir frémit d'horreur à ces mots, il se repentit de l'imprudence de ses serments. Mais il n'était plus temps de se dédire, et il ne voulut rien témoigner de son repentir à son frère, qui expira peu de temps après. Le roi moult Bénin en eut une sensible douleur. Pour son peuple, loin de regretter Richecotel, il fut ravi que sa mort assurât la succession du royaume à Belle-Avoir, dont le mérite était chéri de tout le monde. Finette, qui était heureusement retournée avec ses sœurs, apprit bientôt la mort de Richecotel, et peu de temps après, on annonça aux 3 princesses le retour du roi leur père. Ce prince vint, avec empressement dans leur tour, et son premier soin fut de demander à voir les quenouilles de verre. Nonchalante alla acquérir la quenouille de Finette, et la montra au roi. Puis, ayant fait une profonde révérence, elle rapporta la quenouille où elle l'avait prise. Babillarde fit le même manège, et Finette, à son tour, apporta sa quenouille. Mais le roi, qui était soupçonneux, voulut voir les 3 quenouilles à la fois. Il n'y eut que Finette qui put montrer la sienne, et le roi entra dans une telle fureur contre ses 2 filles aînées, qu'il les envoya à l'heure même à la fée qui lui avait donné les quenouilles, en la priant de les garder toute leur vie auprès d'elle et de les punir comme elles le méritaient. Le bon naturel de Finette lui fit ressentir une douleur bien vive du destin de ses sœurs, et au milieu de ses chagrins, elle apprit que le prince Belle-Avoir l'avait fait demander en mariage au roi son père, qui l'avait accordé sans l'en avertir, car dès ce temps-là, l'inclination des partis était la moindre chose que l'on considérait dans les mariages. Finette trembla à cette nouvelle. Elle craignait avec raison que la haine que Richecotel avait pour elle n'eût passé dans le cœur d'un frère dont il était si chéri, et elle appréhenda que ce jeune prince ne voulût l'épouser pour la sacrifier à son frère. Pleine de cette inquiétude, la princesse alla consulter la sage fée, qui l'estimait autant qu'elle avait méprisé Nonchalante et Babillarde. La fée ne voulut rien révéler à Finette. Elle lui dit seulement : « Princesse, vous êtes sage et prudente. Vous n'avez pris jusqu'ici des mesures si justes pour votre conduite qu'en vous mettant toujours dans l'esprit que défiance est mère de sûreté. Continuez de vous souvenir vivement de l'importance de cette maxime, et vous parviendrez à être heureuse sans le secours de mon art. » Finette, n'ayant pu tirer d'autres éclaircissements de la fée, s'en retourna au palais dans une extrême agitation. Quelques jours après, cette princesse fut épousée par un ambassadeur, au nom du prince Belle-Avoir, et on l'emmena trouver son époux dans un équipage magnifique. Quand Belle-Avoir la vit, il fut frappé de ses charmes. Il lui en fit compliment, mais d'une manière si confuse que les 2 cours, qui savaient combien ce prince était spirituel et galant, crurent qu'il en était si vivement touché qu'à force d'être amoureux, il perdait sa présence d'esprit. Toute la ville retentissait de cris de joie, et l'on n'entendait de tous côtés que des concerts et des feux d'artifice. Enfin, après un souper magnifique, on songea à mener les 2 époux dans leur appartement. Finette, qui se souvenait toujours de la maxime que la fée lui avait renouvelée dans l'esprit, avait son dessein en tête. Cette princesse avait gagné une de ses femmes, qui avait la clé du cabinet de l'appartement qu'on lui destinait. Et elle avait donné ordre à cette femme de porter dans ce cabinet de la paille, une vessie, du sang de mouton et des boyaux de quelques-uns des animaux qu'on avait mangés au souper. La princesse passa dans ce cabinet sous quelque prétexte et composa une figure de paille, dans laquelle elle mit les boyaux et la vessie pleine de sang. Ensuite, elle ajusta cette figure en déshabillé de femme et en bonnet de nuit. Lorsque Finette eut achevé cette belle marionnette, elle alla rejoindre la compagnie, et peu de temps après, on conduisit la princesse et son époux dans leur appartement. Quand on eut donné à la toilette le temps qu'il lui fallait donner, la dame d'honneur emporta les flambeaux et se retira. Aussitôt, Finette jeta sa femme de paille dans le lit, et se cacha dans un des coins de la chambre.
Le prince, après avoir soupiré 2 ou 3 fois fort haut, prit son épée et la passa au travers du corps de la prétendue Finette. Au même moment, il sentit le sang ruisseler de tous côtés, et trouva la femme de paille sans mouvement. « Qu'ai-je fait » s'écriait Belle-à-Voir. « Quoi, après tant de cruelles agitations, quoi, après avoir tant balancé si je garderais mes serments aux dépens d'un crime. J'ai ôté la vie à une charmante princesse que j'étais née pour aimer. Ses charmes m'ont ravie dès le moment que je l'ai vue. Cependant, je n'ai pas eu la force de m'affranchir d'un serment qu'un frère possédé de fureur avait exigé de moi par une indigne surprise. Ah ciel, peut-on songer à vouloir punir une femme d'avoir de la vertu? Eh bien, riche qu'autel, j'ai satisfait ton injuste vengeance, mais je vais venger Finette à son tour par ma mort. Oui, belle princesse, il faut que la même épée... » Finette ne voulut pas qu'il fît une telle sottise. Aussi elle lui cria « Prince, je ne suis pas morte. Votre bon cœur m'a fait deviner votre repentir, et par une tromperie innocente, je vous ai épargné un crime. » Là-dessus, Finette raconta à Belle-à-Voir la prévoyance qu'elle avait eue, touchant la femme de paille. Le prince, transporté de joie d'apprendre que la princesse vivait, admira la prudence qu'elle avait en toutes sortes d'occasions, et lui eut une obligation infinie de lui avoir épargné un crime auquel il ne pouvait penser sans horreur. Cependant, si Finette n'eût pas toujours été bien persuadée que défiance est mère de sûreté, elle eût été tuée, et sa mort eût été cause de celle de Belle-à-Voir. Vive la prudence et la présence d'esprit. Elles préservèrent ces 2 époux de malheurs bien funestes, pour les réserver à un destin le plus doux du monde.